Started. À l'été approche bientôt, ça sera donc la foire des insectes. Alors n'hésitez pas aujourd'hui, appelez donc M. Khalifa pour s'occuper de tous vos problèmes de punaises, cafards, mouches, souris, rats et autres insectes dans votre maison. N'oubliez pas que ces insectes peuvent véhiculer donc des maladies. Donc monsieur et madame, appelez aujourd'hui le 646 309 01 98. 646 309 01 98. Appelez donc Monsieur Khalifa. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Donc, j'ai accroché à Chose Funéraire Radio tout à l'heure. Nous étions donc en direct avec le Premier ministre, M. Charles Konabani, candidat donc à l'élection donc présidentielle en Côte d'Ivoire. C'était un débat très intéressant d'ailleurs. Voilà, habituez-vous, puisque nous sommes en période électorale dans plusieurs pays, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et autres. Donc, de temps en temps, nous allons donc avoir des personnalités. D'ici très bientôt, nos émissions démarreront, j'allais dire, à partir donc de 16h. Voilà, ça sera donc les jours à venir. Nous allons vous tenir informés afin que nous puissions donc avoir le maximum donc d'invités. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute donc de notre émission. Donc, j'ai Projet Show. D'ici quelques minutes, nous allons donc avoir aussi notre invité. Il s'agira donc de Madame Fatou Yaspane Baldé, qui est donc vice-président de la société civile chargée donc des questions politiques. Vous voyez, ça sera un débat très intéressant. On nous dit qu'elle n'a pas du tout sa langue dans la poche. Voilà, sa poche alors, ce qui veut dire que ça sera un débat très intéressant tout à l'heure. Mais je sais pas. Avant, donc, nous allons aller du côté d'Allemagne pour dire un grand bonsoir à notre ami Doyen Lamine Camara. Doyen, comment allez-vous? Bonsoir Jacques Roger, bonsoir à tous les auditeurs. Je me porte très bien, comme tous les jours, heureusement. Voilà, je viens d'écouter tout à l'heure une interview que Damaro a accordée, je crois, à des journalistes du Guinée. Alors là, vous savez, Jacques Roger, des fois, je suis obligé de tomber des nuits quand j'entends Damaro parler de démocratie. Alors là, ça vous saviez, un ancien putschiste
Bon, voilà. On va calmer un tout petit peu. Hein, voilà. On va mettre. Mais il le dit, c'est lui-même qui le dit. Il paraît même qu'il va écrire un livre. Voilà. Ça va être un livre de Jerry Cotton, là. Bon, voilà. D'accord. Alors, doyen, alors, c'est que votre médicament, comme on le dit, hein, c'est l'honorable Damaro. Hein, vous aimez très bien. Alors, nous le savons. Hein. Allez-y, doyen. Non, mais Jacques Roger, si vous l'avez suivi très bien, il dit les mêmes mots concernant ses adversaires politiques. Ils sont aigris, ils sont haineux, état d'âme. Non, voilà, c'est ça qu'il aime dire, état d'âme. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose sur les antennes de Jacques Roger Chaud, que c'est mon état d'âme quand il m'a traité de malinqué de service, hein, et que sur d'autres radios, les gens l'ont interpellé. Il dit que non, je connais Lamine Camara, c'est un ami, et c'est son état d'âme, c'est pas seulement le seul malinqué qui est à lui, c'est à lui son état d'âme. Bon, il trouve tout le temps, je ne sais pas d'où il prend ces trucs comme ça, c'est son état d'âme, aigri, haineux, quand on est en train de parler de la chose la plus importante en Guinée, notamment de la politique. D'accord. Alors, voilà, je vous comprends parfaitement, doyen. Hein? Je sais que si on doit parler d'honorable, hein, avec vous, on aura certainement au moins des livres et des tonnes de livres à écrire. Hein? Alors, doyen... non, écoutez, Jacques Roger, moi, je suis très germanisé. Je ne personnalise jamais la politique. C'est pas dans la culture politique de l'Allemagne. Ici, on ne personnalise pas la politique et j'ai appris ça. Pour moi, la politique, ce n'est pas des personnes. Pour moi, la politique, ce sont des positions. Ce sont des points de vue. Ce sont des comportements. Quelle que soit l'adversité politique entre un individu et moi, je ne mets jamais en cause sa personne. Je ne le fais pas. Je suis suffisamment longtemps sur cette radio pour ne pas... Très souvent, on m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé entre Alpha Condé et vous. Je dis, mais non, le problème, ce n'est pas ce qui s'est passé entre Alpha Condé et moi. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important pour moi, c'est que nous ne voyons plus la politique guinéenne de la même manière. Voilà. Alors, on ne voit plus la politique de... Non, je vous comprends parfaitement. Hein. Je crois que vous ne personnalisez pas le plus souvent, sauf quand il s'agit de M. Damaro, bien sûr. Hein, mais le plus souvent, généralement, vous ne personnalisez pas le débat. Hein, c'est de façon générale. Voilà. Je sais que vous aimez très bien l'honorable Damaro. Hein, voilà, c'est ça. Non, je ne personnalise pas. Mais quand Damaro répète encore, comme c'est devenu un son de cloche de la mouvance présidentielle, qu'il ne faut pas admettre que le président soit hors mandat. Mais bon sang, Jacques Roger. Pourquoi ils ont attendu jusque-là? Alors, ils vous diront, c'est donc Ebola. Voilà, Ebola. Ils vont vous dire que c'est Ebola. Je suis d'accord avec l'argument Ebola. Mais pourquoi, pendant le premier trimestre de 2014, ils n'ont pas appelé la classe politique? Écoutez, nous avions une épidémie dans notre pays. Nous ne pouvons pas... nous allons aggraver des risques en voulant organiser la campagne électorale maintenant. La classe politique guinéenne avait accepté aucun, ni Selou, ni Sidia, ni un autre opposant n'allait dire non, allons-y aux élections. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait, Jacques Roger? C'est-à-dire, en Guinée, on a affaire à des gens qui n'ont jamais fait la politique dans leur vie. Et dès qu'ils ont un pouvoir politique, ils croient vraiment qu'ils ont affaire à leurs enfants. Mais bon sang, même reporter les élections présidentielles dans un pays, ça se fait avec l'accord de la classe politique, c'est possible. Damaro a tout à l'heure donné un exemple, et comme il aime dire des exemples sans rentrer dans les détails, il a parlé de Roosevelt aux États-Unis, qui a fait 3 mandats. Roosevelt a fait 3 mandats. Le premier mandat est fini. Et après, on est rentré dans la crise. Après, on est rentré dans la grande crise économique.
Quand la grande crise économique finissait et son mandat terminé, la Deuxième Guerre mondiale commençait. Ce sont ces circonstances-là qui ont fait que Roosevelt a fait 3 mandats. Et d'ailleurs, après son 3e mandat, les Américains intelligents ont dit, écoutez, il faut qu'on mette fin à ça. Ils ont mis ça dans la Constitution, 2 mandats, 1 point, 1 trait. Voilà. Merci, doyen. Mais pourquoi Damaro n'explique pas ça aux gens? Pourquoi ou bien il ne sait pas, il prend des choses à la volée comme ça, et puis, bon voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Hein, voilà. Alors, comme je le disais, il ne faut pas donc réveiller le doyen matin et puis parler de l'honorable Damaro. Hein, sinon, voilà, c'est un débat n'est pas fini. Hein, voilà. Alors, comme nous allons faire tout à l'heure, doyen, nous allons avoir notre invité dans quelques secondes. Hein. Il s'agira donc de Mme Fatou Yassane Baldé, qui est donc vice-présidente donc, de la société civile. Alors, doyen, avant donc de prendre notre invité, est-ce que la société civile existe encore en Guinée, doyen? Oui, ça existe. Il y a quelques jours, un responsable politique de l'opposition me disait qu'en Guinée, maintenant, il y a 2 CENI, il y a 2 sociétés civiles et il y a 2 présidents. Donc, il y a le président Alpha Condé Selou, il y a CENI de Bakary et CENI de l'opposition qu'on va faire maintenant. Et puis, il y a la société civile côté pouvoir, il y a la société civile côté opposition. Et ça, c'est concernant la société civile, et Jacques Roger, ça c'est dans tous les pays du monde, les sociétés civiles ont des tendances politiques aussi. Et si vous vous souvenez, il y a quelques moments, quand le shérif de Washington était là, il n'admettait pas cette position. Les gens, ils croient que quand on est société civile, on est neutre comme la couleur de l'eau. Non, la société civile, il y a des tendances. Ici, en Allemagne, il y a des syndicats ici en Allemagne proches de la gauche. Il y a des syndicats proches de la droite. Il y a même des syndicats catholiques et des syndicats protestants ici. Ça existe partout. C'est pas un défaut, ça, qui est une société civile proche du pouvoir, l'autre proche de l'opposition. Ça se passe un peu partout. L'être humain n'est jamais neutre politiquement, jamais. Voilà, ce qui rend d'ailleurs une société civile, c'est donc qu'elle est largement autosuffisante, et puis elle est on peut parler d'autonomie donc de l'État. C'est ce qui rend donc la société civile. Sinon, comme vous l'avez dit, il peut être société civile proche donc du parti au pouvoir, société civile proche donc de l'opposition et autres. Voilà. Voilà. Merci donc l'ami Camara. On va aller directement du côté de notre invité. Je crois qu'il doit y avoir un peu de bruit autour d'elle. Alors, bonsoir Madame Fatou Yassane Baldé. Je crois qu'il doit y avoir un bonsoir, Monsieur Roger. Vous pouvez vous éloigner un tout petit peu, je crois qu'il y a un peu de bruit. Oui, j'essaie d'isoler le bruit, oui. Vous m'entendez maintenant? Voilà, nous entendons parfaitement. Voilà. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, comme je le disais tout à l'heure, votre nom, c'est donc Madame Yassane Fatou Baldé. Vous êtes donc vice-présidente de la société civile chargée donc des questions politiques. On nous dit aussi que vous serez donc la présidente donc du COFEL. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Le COFEL, c'est quoi? Vice-président de la société civile, de quelle société civile il s'agit, madame? Oui, merci beaucoup, Monsieur Roger. Je salue tous vos auditeurs. Et donc, je suis présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée, qui est une plateforme de société civile, qui est la première plateforme de société civile reconnue en République de Guinée, qui existe depuis 2002. Qui a en son sein une centaine de réseaux et où chaque réseau est composé d'au minimum 10 ONG. Il y a donc le démembrement de la société civile du niveau régional jusqu'au niveau du district, c'est-à-dire qu'il y a un conseil régional des organisations de la société civile, le conseil préfectoral, le conseil sous-préfectoral et le conseil du district. C'est l'ensemble de ces démembrements qui élisent le bureau national, qui est le conseil national des organisations de la société civile, et qui a été l'artisan même de la feuille de route de la transition. C'est cette plateforme qui a initié en l'an 2009 la mise en place du Forum des forces vives et qui a proposé le 9 janvier 2009, après le coup d'État suite au décès du général Lansana Conté, puisque la classe politique n'avait aucune proposition à soumettre au chef d'État de la CEDEAO, c'est cette société civile, cette plateforme qui a représenté la République de Guinée, accompagnée d'une délégation gouvernementale, pour demander à la communauté internationale de surseoir à toute sanction
afin de permettre de dessiner une transition qui pouvait sortir la Guinée définitivement de son état de léthargie. Et je suis la première vice-présidente depuis le 8 février 2013 et chargée des questions politiques. La coalition, la COFEL, c'est la coalition des femmes leaders de Guinée. C'est une plateforme féminine, d'organisation féminine, œuvrant dans la citoyenneté et le leadership féminin, le genre, et nous sommes beaucoup présents au niveau de tout ce qui est culture de paix et citoyenneté, dialogue politique, et je suis la présidente de cette coalition. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que je suis aux États-Unis pour participer à la 59e session de la condition féminine au niveau des Nations Unies à New York. Voilà, merci beaucoup, madame, qui est assez claire. Hein. Tout à l'heure, la question que je posais au doyen Lamine Camara, une société civile, c'est quoi exactement? Vous avez essayé de définir, hein, mais de façon ramassée, hein, c'est quoi? Et ensuite, est-ce qu'on peut parler réellement de société civile aujourd'hui en Guinée? Est-ce qu'elle existe? Je sais qu'avant l'avènement du président Alpha Condé, hein, une chose qui caractérisait donc la Guinée, c'était donc la présence de façon effective de la société civile. Mais depuis l'élection du président Alpha Condé, après donc 2010, cette société civile a un tout petit peu disparu, madame. Bon, vous savez, la société civile, c'est l'ensemble des organisations. C'est l'ensemble des organisations apolitiques et les ONG qui œuvrent pour le bien-être social. Je vous dis, la société civile n'est pas une force politique à la conquête du pouvoir, mais son rôle est de veiller à ce que le choix des hommes qui doivent diriger un pays soit transparent, crédible et accepté de tous. La société civile n'est pas une force d'opposition, mais elle s'oppose à toute forme de dictature et à toute forme de dérive autoritaire et à toute violation de la Constitution. La société civile n'est pas une entité religieuse, mais elle s'oppose à toute forme de fondamentalisme pouvant faire basculer un pays dans la violence. La société civile doit être animée par l'envie, la volonté de dénoncer, d'interpeller, de proposer et d'alerter tout pouvoir afin d'éviter les dérives. Alors, une société civile, c'est une force de proposition, de veille et d'interpellation. L'anticipation dans la vie sociopolitique pour éviter les crises dans un pays. À la différence des autres forces politiques qui sont à la conquête du pouvoir. Voilà, la société civile, c'est ça. Lorsque vous dites que la société civile n'est pas présente ou qu'elle s'est effacée après les élections de 2010, c'est partant d'un constat. La société civile guinéenne a émergé par l'incapacité notoire des partis politiques à proposer une alternance au peuple de Guinée. Le président défunt était malade, incapable de gérer le pays. Les forces politiques n'ont pas pu proposer aux Guinéens une alternative crédible. Les dérives du pouvoir étaient allées jusqu'au point que le président ne savait plus ce qu'il faisait. Quand il signait un décret le matin, le soir, il l'abrogeait. La Guinée et sa façon d'être gérée était devenue une honte mondiale pour tout citoyen qui se respectait. Voilà comment des acteurs, des citoyens ont dit « ça suffit, nous n'en voulons plus ». À partir de maintenant, nous allons montrer aux dirigeants qu'il y a des citoyens qui ne peuvent plus supporter cet état de fait. Voilà comment la société civile s'est immiscée sur le champ politique. Donc c'était 2006-2007. Sa force c'était quoi? C'était de dénoncer et de s'opposer à toute dérive autoritaire et de proposer une alternative aux Guinéens qui est différente de celle que nous avions connue depuis plus de 20 ans de règne du pouvoir militaire. Lorsque le pays a basculé dans la violence et qu'on a obtenu un premier ministre de consensus qui était Lansana Kouyaté, malheureusement, la classe politique et plus particulièrement M. Jean-Marie Doré, qui était frustré que ce gouvernement de consensus qui avait été mis en place ne comportait pas les partis politiques,
on fait des manœuvres pour faire destituer ce Premier ministre de consensus et ramener encore les caciques que nous avions combattus. C'est dans ce contexte que le général Lansana Conté est décédé. Toutes les formations politiques de l'époque se sont focalisées à prendre acte de la prise du pouvoir par une junte qui ne pouvait nous amener nulle part. Aucune proposition de sortie de crise n'était prête avec un parti politique. La preuve, lorsque le capitaine Dadis a dit « Je veux avoir des projets de société des partis politiques pour voir comment on va développer le pays », je vous assure que tous ces partis politiques ont déposé des projets de société au niveau du CNDD, ce qui était une honte nationale. Comment un pouvoir de putschistes autoproclamés peuvent appeler des hommes qui cherchent le pouvoir par la voie démocratique, par la voie des urnes, pouvaient répondre à un tel appel. Malheureusement, le dialogue s'est corsé à un moment donné parce que par leur, comment on appelle ça, je vais qualifier ça, par leur incrédulité, ils étaient arrivés à croire que ce que cette junte promettait allait être la finalité de la transition. Malheureusement, le dialogue s'est corsé et la société civile, le Conseil national a proposé la mise en place du Forum des forces vives. On est parti porte à porte chez chaque leader. Les gens là ne se regardaient même pas en face. C'était des ennemis jurés, ils se regardaient en chien de faïence. C'est par notre médiation que les gens là se sont résolus à s'asseoir à la même table pour parler de la transition guinéenne. C'est ainsi que le Forum des forces vives a été mis en place. Et après le drame du 28 septembre, ce sont ces membres de ces forces vives, donc composés de la société civile et des partis politiques, qui sont allés négocier la deuxième transition à Ouagadougou. C'est ainsi qu'on a obtenu des accords que je vais appeler, en fait, c'était une déclaration intra-militaire, puisque la déclaration, on disait accord, l'accord devait être signé entre deux parties belligérantes, qui étaient le gouvernement et les partis politiques, mais malheureusement, c'est le général Sekouba Konaté qui signe une déclaration avec le capitaine Dadis, l'un disant je te passe le pouvoir parce que je ne peux pas physiquement être en Guinée et exercer le pouvoir. Voilà dans quel contexte la Guinée a entamé une transition. Malheureusement, la transition n'a pas été une transition, elle s'est résumée à une élection présidentielle. Mais puisque les partis politiques à l'époque trouvaient qu'on était trop présent sur la scène politique, nous avons estimé qu'après une transition douloureuse et une élection présidentielle douloureuse avec des pertes en vies humaines, des pertes de biens matériels et vraiment une déchirure sociale, un tissu social en lambeaux, les ethnies divisées, qu'il fallait qu'on se retire du champ politique, essayer de recoudre le tissu social à travers des sensibilisations et des programmes de développement, espérant qu'un pouvoir qui est dit démocratiquement élu aurait pu sortir la Guinée de cette léthargie. C'est là qui a été notre tort, au lieu d'être aux aguets, à l'avant-garde de la défense des lois de la République, au respect de la Constitution, et par le pouvoir et par l'opposition, nous nous sommes retournés vers les programmes de développement, les programmes de sensibilisation et d'éducation citoyenne, et on a laissé le champ politique aux politiciens, et voilà aujourd'hui où le pays en est arrivé. Et vous savez que la nature a horreur du vide, alors peut-être que le pouvoir, sachant que nous avons décidé de nous détourner de la vie politique pour laisser la politique aux politiciens, à chercher maintenant à infiltrer, comme par le passé encore, les réseaux de société civile pour pouvoir les inféoder. Mais je vais vous dire, on peut manipuler des individus, mais on ne peut pas manipuler toute la corporation. On peut inféoder certains individus qui vont peut-être finir par mordre à l'appât, mais tout le monde ne peut pas être comme ça. Et à un moment donné, puisque cette société civile est au service des peuples, quand la situation atteindra son paroxysme, c'est ce même peuple qui va dire non, nous ne voulons plus qu'on viole nos lois, nous ne voulons plus qu'on viole ci, qu'on viole ça. La société civile de 2007 ce n'était pas l'organisation en tant que telle, c'est un éveil de la conscience citoyenne qui a amené à la protestation de 2007. Et ça, c'était dû à quoi? Aux violations répétées et flagrantes de la Constitution, de la séparation de pouvoir par un président
septagénaire, maladif et en fin de vie. Et aujourd'hui, tous les prémices de 2007 sont réunies actuellement en République de Guinée. Et je vais vous dire que la société civile n'est pas là de main morte. Certes que nous n'avons ni armes, ni mitraillettes, ni munitions, ni pistolets, mais nous avons une bouche. Et le contexte de la communauté internationale est tel aujourd'hui qu'on ne peut plus se permettre les abus qu'il y a 20 ans, 30 ans. Aucun pouvoir en Afrique aujourd'hui, à part Robert Mugabe, ne peut se taper la poitrine pour dire que j'ai été élu à plus de 52%. Ça n'existe plus, c'est fini ça. Les scores à la soviétique, c'est terminé. Tout président qui vient, il sait que c'est une frange de la population qu'il a élu et une autre frange presque égale à ceux qui l'ont élu ne l'ont pas élu. Et il doit faire avec et considérer que tous les citoyens, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui ont les mêmes droits dans un pays. Si cela n'est pas, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de développement, on ne peut rien entamer parce que les crises politiques et sociales vont aller en cascade jusqu'à aboutir à une situation qu'on ne peut pas prédire. Voilà qui est assez clair. Hein. Je crois que votre constat est quand même un peu amer. Hein. J'avais l'impression que vous pensez que réellement cette société civile existe maintenant, mais elle est beaucoup plus phagocytée par non seulement les partis politiques, mais aussi le pouvoir en place. Si je comprends bien votre analyse. Ce n'est pas une histoire d'être phagocyté. Vous savez, la société civile, de par son rôle, ne peut pas être amie à un pouvoir. Quand tu es une force d'interpellation, de dénonciation, d'alerte, de veille, les pouvoirs africains n'aiment pas ça. Donc vous n'êtes pas d'accord. Dans tous les pays où le changement s'est opéré, c'est la société civile. À un moment donné, les partis politiques viennent s'ajouter à la société civile. Tout le peuple se ligue pour dire nous ne voulons plus une situation donnée. Nous ne voulons plus que notre pays soit géré avec le hasard, avec dans des conditions et des décisions aléatoires. Ça, c'est ça la vérité. Mais la société civile, sa force sera toujours de pouvoir, se mettre du côté de la vérité. Et vous savez qu'en Afrique, la vérité n'est jamais du côté du pouvoir. Quand vous dites la vérité, vous blessez le pouvoir. Quand vous dites la vérité, vous agacez le pouvoir. Or, la vérité, c'est quoi? Lorsqu'un président viole la loi, mais il a violé la loi, il faut le dire. Tout récemment, le problème qui s'est passé en Guinée. Une loi a été votée le 14 juillet 2011. La Constitution dispose que si elle n'est pas promulguée dans les 10 jours et que personne ne la conteste, elle rentre en vigueur en l'état. Donc, juillet 2011, juillet 2012, 2013, 2014, à la fin de l'année 2014, donc 4 ans après, le président va falsifier la loi. Je vous dis bien, monsieur Roger, falsifier, je pèse bien mes mots. Ils ont falsifié la loi avec la complicité de la Cour suprême pour la promulguer. Mais ça, c'est du jamais vu. Même Robert Mugabe, il mettra de la forme pour le faire. Mais la façon dont ça a été fait, c'est flagrant, c'est illégal et illégitime. Or, la mise en place des institutions dans les pays chargés des droits de l'homme est une prescription au Conseil de sécurité des Nations Unies aux pays qui violent les droits humains. Il a été proposé de mettre en place une institution indépendante de défense des droits humains. Celle-ci a été consacrée par la 3e constitution de la République de Guinée. C'est cette loi qui a été votée. Au moment où on l'a votée, il n'y avait pas de ministère aux droits de l'homme. Les 3 ministères de l'éducation étaient fusionnés ensemble. Si le président pense que les 3 ministères en charge de l'éducation plus le ministère des droits de l'homme doivent figurer dans cette institution, c'est normal. Mais qu'il retourne la loi avec l'exposé des motifs à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée vote pour amender. Et là aussi, l'Assemblée est libre ou non. Mais le plus grave est que les représentants de l'administration dans cette institution n'avaient pas de voix délibérante. Dans la falsification de la loi, on leur a donné une voix délibérante. Cela fait que l'institution devient phagocytée, complètement. Vous voyez? C'est des choses comme ça, lorsque vous les dénoncez, on dit que vous êtes de l'opposition. Alors que c'est la vérité, elle est là. Tout le monde a vu.
Il est inscrit dans la Constitution que tout président de la République et son gouvernement élu doivent déclarer leurs biens à la Cour suprême dans les 48 heures suivant leur entrée en fonction. Le président ne l'a jamais fait, aucun ministre ne l'a fait. C'est une violation flagrante de la Constitution. Dès que tu le dis, on dit que tu es contre le pouvoir. Mais alors face aux violations flagrantes de la Constitution dont vous êtes en train de mentionner, est-ce que vous avez un recours à qui devez-vous vous adresser pour essayer de corriger un peu cela? Bon, vous savez, on a dit que la Guinée est un pays démocratique avec la séparation des pouvoirs. Malheureusement, les personnes qui sont dans les institutions n'ont aucune indépendance et n'ont aucun esprit de défense des intérêts du peuple. C'est des hommes égoïstes qui n'ont plus rien à perdre dans la vie, qui n'ont même plus de carrière à défendre parce qu'ils sont en fin de carrière, qui pensent qu'il faut être au pied du pouvoir pour avoir des miettes avec quoi vieillir tout en oubliant qu'ils sacrifient l'avenir et compromettent dangereusement le devenir de tous les citoyens guinéens. C'est la Cour suprême qui est chargée de gérer ça. Ce que je vous explique là, il y a eu un recours déposé, la Cour suprême a débouté. Maintenant, tout ce qui reste aux Guinéens, c'est d'aller dans les juridictions supranationales. Puisque nous sommes membres de la CEDEAO, il y a une cour de justice de la CEDEAO. On a vu au Togo, lorsque il y a eu un problème entre le parti de Gilles Christ Olympio et celui de Jean-Pierre Fabre, parce qu'il y a eu une scission, on a demandé à ce que les députés qui étaient avec Gilles Christ Olympio quittent l'Assemblée parce qu'ils ont créé un nouveau parti. Ils ont déposé un recours à la CEDEAO. La Cour de la CEDEAO a débouté l'État togolais et les députés sont restés siégés à l'Assemblée. Je crois que la seule chose qui reste maintenant aux Guinéens, c'est de se retrouver ensemble, s'accorder et prendre tous les dossiers latents qui n'ont pas trouvé de solution avec la justice guinéenne qui n'est pas indépendante, pour les envoyer à la Cour de la CEDEAO. Si la Cour de la CEDEAO se déclare incompétente, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est la Cour de justice de l'Union africaine. Si celle-ci se dit incompétente, eh bien on ira en ce moment aux Nations Unies ou à la Cour de justice de la Haye. C'est tout ce qui nous reste. Mais c'est très symbolique. C'est qu'il faudrait que dans les archives, on garde que les Guinéens avaient déposé un recours pour telle chose et que des hommes et des femmes qui étaient à cette institution n'ont pas regardé l'intérêt national, ont vu l'intérêt et les liens qu'ils tissent avec le président pour bafouer la loi. L'histoire le retiendra. Demain, cette attitude-là va les rattraper. Ils le font aujourd'hui parce qu'ils pensent que, comment on appelle, l'histoire s'arrête là ou que tout ce qui est là aujourd'hui est à l'infini. C'est que c'est un acquis qu'on ne peut plus changer. Mais demain, ils seront poursuivis par leurs attitudes. Ça, ne vous en faites même pas. Oui, madame, tout à l'heure, en début d'émission, vous aviez dit que ce qui a consolidé ou bien renforcé donc le combat de la société civile, c'était face un peu à un pouvoir du président du président Conté un peu affaibli. Et tout à l'heure, vous aviez dit que nous nous retrouvons un peu dans ce même cas de figure. Cependant, la société civile reste encore un peu muette. Vous parlez un peu, on vous entend ça et là, quelques personnes, mais cette société civile aujourd'hui, elle est pratiquement un peu inexistante. Comment vous expliquez un peu cela, madame? Non, mais ne dites pas, elle n'est pas inexistante. Vous savez, le problème, c'est quoi? La société civile, aujourd'hui en Guinée, s'il y a une seule corporation qui fonctionne, c'est le domaine des organisations non gouvernementales. C'est du domaine des organisations non gouvernementales. Vous avez vu l'irresponsabilité et l'inconscience avec lesquelles l'État guinéen a géré la crise Ebola tout au début. Il a fallu que les ONG rattrapent la balle pour essayer de remettre les choses sur les rails. Nous sommes dans la mobilisation sociale pour vaincre les réticences. Notre pays aujourd'hui, quand je vous dis que je suis aux États-Unis ici, tous les matins je suis obligé d'appeler au département de santé pour donner ma température. Si je ne le fais pas, c'est eux-mêmes qui vont venir me prendre. En fait, je suis en quarantaine virtuelle. C'est une quarantaine virtuelle. Je suis libre de mes mouvements, mais je suis suivi par les services de santé. Ça, c'est tout Guinéen, tout Libérien, et ainsi de suite.
L'incapacité et l'incohérence, la pagaille avec laquelle le gouvernement guinéen a géré la crise Ebola, il fallait que les organisations de la société civile s'impliquent pour rectifier le tir. Sinon, c'était une question de survie pour tout le peuple de Guinée. Regardez, le Libéria, un pays sorti de guerre avec un système sanitaire complètement à plat. La bonne femme est parvenue à sortir son dernier patient d'Ebola de l'hôpital, pendant que jusqu'à présent, le président Alpha Condé demande de l'argent encore pour vaincre Ebola. Parce que tout simplement, la dame n'a pas de calcul politique dans la gestion d'Ebola. Elle l'a fait en suivant les prescriptions des spécialistes des épidémies, des spécialistes de santé. Elle a suivi les instructions à la règle. Nous, chez nous, dans des calculs électoralistes et en transformant les campagnes de sensibilisation des communautés en propagande politique, on a fait propager la maladie sur l'étendue du territoire. L'incapacité notoire du gouvernement et l'irresponsabilité des ministres qui se sont déployés sur le terrain pour aller transformer la sensibilisation d'Ebola en campagne de propagande. Nous sommes occupés à ça. C'est ce que nous avons fait pratiquement durant toute l'année. Et je vais vous dire, la crise est en train de se corser, vous allez voir très bientôt. Et bien, les voix vont s'élever. Les voix s'élèveront. Lorsqu'il a été question de mettre la CENI en place, lorsque nous avons proposé une CENI technique, les partis politiques ont dit que non, ils veulent une CENI politique. Ils ont fait leur CENI politique. Mais entre-temps, les uns étant plus rusés que les autres, ils ont façonné un président de la CENI, dit sortir de la société civile, mais qui en réalité, et tout le monde connaissait ses agissements et ses accointances de part et d'autre. Alors ça crée problème. Et aujourd'hui, ce que nous craignons de dire que ce type peut faire basculer la Guinée dans une crise politique comment on appelle, insensée, est en train de se confirmer de jour en jour. Il n'en avait ni la capacité, oui, mais ni la probité morale, ni la confiance, et il s'est retrouvé quand même là. Parce que tout simplement, il y a des rats tapis à l'ombre là-bas, qui dirigent les choses et qui pensent que c'est avec la ruse qu'on peut gouverner. Vous savez, il y a des choses qui sont vraies. La politique, on dit, c'est l'art de mentir. D'accord, on peut mentir. Mais quand le peuple a faim, il n'y a pas de politique là-bas. Quand la maladie sévit pour attaquer tout le monde, il n'y a pas de politique là-bas. Lorsqu'il y a des problèmes, vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas de soins de santé. Lorsque vous allez à l'hôpital, une femme est morte tout dernièrement sous les yeux des médecins à l'hôpital, pendant qu'on brandit partout que la césarienne est gratuite en Guinée. Ça va révolter plus d'un. Que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, ça c'est choquant. C'est un fait réel. Là-bas, il n'y a pas de ruse. Et alors, quand on a géré un pays par les tactiques politiciennes, à un moment donné, à l'heure du bilan, ou à l'heure de dire j'ai amélioré les conditions de vie des populations, il n'y a pas de bilan à donner, eh bien, la personne va se rendre compte que la ruse, ça a ses limites. La ruse, ça a ses limites. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une CENI technique ou bien une CENI politique. Le chef de l'État dit qu'il était pour une CENI technique et que l'opposition était contre. Est-ce que vous avez un peu surveillance, un peu donc de cette, j'allais dire, du point de vue donc du chef de l'État avant? Moi, je suis désolé, le chef de l'État n'a jamais dit ça. C'est d'ailleurs lui qui s'est, quand il était opposant, il était partant pour qu'il y ait une CENI. La société civile a accompagné les partis politiques à l'époque, y compris Alpha Condé, pour qu'on ait une CENI. On s'est battu pour ça. Alors, la CENI ayant des problèmes, lorsque c'est le CNT qui avait voté la loi de la CENI, pour dire qu'il faut qu'elle soit technique, avec le lobby de la société civile, des membres qui étaient là-bas. Mais c'est tous les partis politiques, y compris le RPG, qui se sont révoltés pour dire que non, ils n'en veulent pas, qu'ils veulent une CENI politique. Ça, je suis désolé, vous savez, le professeur Alpha Condé, je ne sais pas si c'est dû à l'âge, mais des fois, il dit des choses il relate des choses qu'il aurait dites, mais je ne sais pas sur quelle tribune il a eu à le dire, mais dont on ne se souvient pas. Moi, je suis désolé, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça.
Quand la loi a été votée, tous les partis politiques ont fait des déclarations fracassantes pour dire qu'ils n'en veulent pas, qu'ils veulent une CENI politique. On a dit d'accord, puisqu'ils sont eux qui sont à la conquête du pouvoir, donnez-leur une CENI politique. Et c'est cette CENI qui est là. Il n'y a pas de critères. On était allé très loin, jusqu'à proposer même les termes de référence pour être recruté comme étant commissaire de la CENI. Et on était même allé plus loin pour dire qu'une CENI était là juste pour une élection. Ensuite, elle est dissoute. Cela éviterait qu'elle soit inféodée par une ou l'autre partie dans les perspectives d'une prochaine élection. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que non, c'est ce qu'ils voulaient. Ça a été la même chose que quand on a dit faisons une transition avec la refondation des institutions pour essayer de redéfinir ce que la Guinée peut être demain. Chacun d'eux s'est focalisé sur des élections. Et chacun d'eux pensait qu'il allait passer dès qu'on allait faire le vote. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La Guinée n'a pas d'institution. Toutes les institutions sont inféodées, comme du temps du général Lansana Conté. Alors qu'on est censé être présidé par un professeur de droit qui connaît l'importance de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous n'avez pas Et ça, on le dénonce, on le dit. On le dit. Vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans le même scénario, hein, où tout le monde est aujourd'hui focalisé un peu par rapport donc aux élections. Alors, madame, la Guinée risque de se trouver dans une situation un peu embêtante très bientôt. Hein. Il risque tellement donc de ne pas avoir donc des élections avec l'opposition donc des chefs des filles donc de l'opposition, permettez-moi la répétition, et le parti au pouvoir aussi qui est un peu favorable au chronogramme proposé par la CENI. Hein. À cette allure, nous sommes partis encore pour une crise. Hein. Quel est un peu le point de vue de la société civile? Est-ce qu'il faut organiser les deux élections maintenant, organiser une élection ou bien ne rien organiser, à votre avis, madame? Vous savez, la transition finissait avec la fin de toutes les élections. Dans les 6 mois, il est écrit dans la Constitution que le président de la République, après son installation, les 6 mois qui suivent, il devait installer l'Assemblée nationale. Il a mis 3 ans à le faire. C'est une violation de la Constitution. Ensuite, il fallait tout de suite organiser aussi les élections communales et communautaires. Et une fois l'Assemblée mise en place, elle devait mettre en place toutes les institutions consacrées par la Constitution de la Troisième République. Jusqu'à présent, les institutions ne sont pas mises en place. Dans les conditions normales, la transition n'est pas finie. La fin de la transition doit finir avec toutes les échéances électorales et au cours du mandat. Et ça devait se faire dans les 6 mois. Aujourd'hui, on est à 5 ans, presque le mandat fini. Le président... Alors, s'il pense que... Quand les gens racontent que pour dire que c'est parce qu'il y a Ebola qu'on ne peut pas faire des élections. Mais ça, c'est ridicule. C'est malhonnête. C'est vraiment prendre les Guinéens pour des moutons. Je m'excuse du terme. Hein. Le Libéria, qui était le pays le plus touché par Ebola, a fait des élections sénatoriales en pleine épidémie. Ils ont réussi à faire des élections sénatoriales. Or, il y a plus de personnes atteintes là-bas qu'en Guinée. Ils n'en ont pas fait un problème. La deuxième chose, aujourd'hui ils disent que non, qu'on ne peut pas faire parce que tous les jours il y a des meetings politiques, des manifestations là-bas qui réunissent des gens, hein, alors que l'état d'urgence sanitaire n'est pas encore levé. Quand ça les arrange, Ebola, on ne peut pas se réunir. Lorsque ça les arrange aussi, ils font la fête et la bamboula. Mais où on va avec ça? C'est pourquoi l'État n'a plus d'autorité en Guinée. Lorsque le président dit j'interdis ça, le matin chaque citoyen va faire ce qu'il a interdit. Lorsque l'élu local dit on ne fait pas ça, on le frappe. C'est en Guinée que vous voyez le rejet aujourd'hui des autorités. Les ministres vont dans les localités pour sensibiliser, on les caillasse, on caillasse leurs véhicules, on leur jette des cailloux, on les insulte, on les chasse. Les préfets, la déconcentration de l'État, quand ils vont quelque part, ça ne plaît pas aux citoyens, on les frappe. On n'a jamais vu. En Guinée, vous n'avez pas, je dis bien, vous n'avez pas une semaine qui passe sur l'étendue du territoire sans que vous n'ayez eu une manifestation sporadique quelque part. Parce qu'on conteste tout maintenant. Même pour être d'accord, on conteste d'abord, ensuite on se met d'accord. Parce que les gens sont exacerbés. Le citoyen est de se sentir dans l'abandon total.
Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas te soigner. Lorsque tu es chez toi, tu n'es pas en sécurité, des malfrats viennent te braquer et te créer des problèmes. L'État est incapable de te sécuriser, de te donner les services sociaux de base. Et comment veux-tu respecter cet État-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Donc, quand le pouvoir, ils disent qu'ils ne veulent pas, on peut faire les élections communales et communautaires dans les 2 mois ou plus, là. On installe les élus locaux. Ensuite, on attend l'échéance d'octobre pour faire les élections. Mais où est le problème? Je n'en vois pas. Surtout que c'est quelque chose qui devait être fait. Dans les accords du 3 juillet, il avait été proposé que c'était dans le premier trimestre de 2014, juste après l'installation de l'Assemblée, qu'on devait faire ces élections-là. Pourquoi ils les traînent? Les délégations spéciales sont devenues illégitimes et illégales parce qu'une délégation spéciale ne doit jamais excéder 6 mois dans le code des collectivités locales. Les délégations spéciales, 2/3 des communes de Guinée sont gérées par des délégations spéciales. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Ils sont devenus caducs, illégitimes. Moi, personnellement, mon chef de quartier, le maire de ma commune, je n'ai aucune considération pour ces individus-là parce qu'ils ne m'émanent pas de moi. Or, c'est des élus locaux. Je dois être, c'est-à-dire que c'est l'administration la plus proche de moi, l'autorité la plus proche de moi, qu'on est venu me parachuter comme ça. Mais moi, je ne paye même plus. Tout ce qu'il y a à payer qui va dans les caisses de la commune où j'habite, je ne paye pas parce qu'ils sont illégitimes et illégaux. Tous, 2/3 des communes de Guinée sont gérées par des délégations périmées, mise en place depuis 4 ans, alors que la loi ne permet pas plus de 6 mois. Pourquoi on accepte d'entretenir l'illégalité alors qu'on a la possibilité de laisser les Guinéens élire l'administration, l'autorité la plus proche d'eux? C'est pourquoi l'État n'a plus d'autorité. L'autorité commence par le secteur, le quartier, ensuite la commune et ainsi de suite. Mais si les autorités qui sont là ne sont pas reconnues par les communautés, il ne peut pas y avoir d'autorité de l'État. C'est pourquoi l'État n'a plus son autorité en Guinée. Si on ne fait pas ces élections-là, on risque d'avoir de sérieux problèmes parce que personne ne reconnaît plus les délégations spéciales. Alors, les partis d'opposition projettent donc des marches pour protester contre cet état de fait. Est-ce que la société civile va se joindre nécessairement à ces partis d'opposition très bientôt? Bon, écoutez, l'opposition a ses méthodes, ses démarches. La société civile a ses méthodes et ses démarches. Pour le moment, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions. Pour le moment, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions. Ils revendiquent, ils projettent, ils ont leur plan d'action. Ça, c'est à leur discrétion. Nous aussi, nous avons observé, analysé, interpellé depuis le temps. Maintenant que nous sommes en train d'aller tout droit au mur, nous allons nous retrouver pour analyser dans quelles conditions on peut désamorcer la crise. En tant que leader de société civile, est-ce que vous êtes un peu en sécurité? Est-ce que vous sentez votre vie menacée tous les jours en Guinée? Mais vous savez, aucun citoyen n'est en sécurité. C'est quand on tue les personnes connues ou qu'on les agresse que ça parle. Tout le monde en parle. Mais dans la réalité, quand vous roulez dans une belle voiture en Guinée, vous avez des risques d'être attaqué, qu'on vous retire le véhicule. Si vous résistez, on vous tue. Vous êtes couché tout paisiblement chez vous. C'est toute une armée qui débarque avec des fusils de guerre pour venir braquer et faire ce qu'ils veulent. Ça, aucun Guinéen n'est en sécurité. La Guinée est devenue la Colombie de la région ouest africaine. Mais personnellement, moi je vous dis, moi, je vis comme une personne normale dans le pays, avec le minimum de sécurité que chacun peut prendre. C'est-à-dire qu'il y a des heures auxquelles je n'aime pas me promener parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Il y a des endroits où je n'irai pas parce que je pense que c'est insécurisé. Mais moi, si on me menace, ce n'est pas les gens qui disent dans les salons on m'a menacé. Les premières personnes qui ont osé m'adresser des menaces, j'ai rendu compte à toutes les chancelleries occidentales qui sont en Guinée, au Haut Commissariat aux droits de l'homme, plus le système des Nations Unies et l'Union européenne, et j'ai été reçu par tous les ambassadeurs là qui ont vu dans les téléphones
ceux qui étaient là et j'ai déposé une plainte avec accusé de réception à la police judiciaire. Quand je venais en mission, les enquêtes étaient en cours. J'ai reçu un mail avant-hier me disant qu'ils ont traqué certains numéros qui m'ont menacé et qu'ils ont mis la main sur eux et que mes téléphones ne passaient pas, ils ont préféré s'adresser à moi par mail, qu'ils souhaiteraient que j'aille pour la confrontation et de prendre la décision qu'il faut pour que je désigne un avocat pour les assigner en justice, qu'il justifie pourquoi ils m'adressent des menaces. Et donc j'ai demandé que pour des raisons de mission aux Nations Unies, je ne suis pas en Guinée, mais je vais vous dire si je rentre le jour où je vais rentrer le soir, le lendemain matin, je dois me présenter au directeur de la police judiciaire pour qu'on me présente ces personnes qui ont osé me menacer, qui ont pensé que peut-être j'allais prendre les messages comme ça, les consommer, les avaler gratuitement et me taire. Non. Et j'en ai parlé dans une radio de très grande écoute, toute la Guinée a entendu. J'ai dit ce qui s'est passé. C'est à la radio Espace, à l'émission des Grandes Gueules. Et j'ai pris tout le monde à témoin. Et régulièrement, les gens auxquels j'ai déposé mes plaintes là, les personnalités diplomatiques là, m'adressent des messages pour me dire où j'en suis, comment je me sens, ainsi de suite. Parce que moi, je suis la loi. J'aime bien aller dans les procédures prescrites. Je ne veux pas sauter comme ça du coq à l'âne, aller parler avec des preuves. J'ai écrit avec les relevés des numéros de téléphone et les contenus des messages, les dates et les heures auxquelles c'est arrivé. Et la police, j'ai déposé, je leur ai dit, vous avez l'habitude de traquer, même avec un simple vol de téléphone, vous traquez les gens jusqu'à les dénicher. Si vous ne trouvez pas les gens qui m'ont menacé, j'irai très loin. Parce que moi, je ne joue pas avec, comment on appelle, des personnes inconscientes comme ça. J'irai à la cour de la CEDEAO. Si ça ne répond pas, j'irai à l'Union africaine. Et si ça ne répond pas, j'aurais bien pu en parler ici aux Nations Unies, à le bureau de consolidation de la paix. Je ne l'ai pas fait. D'abord, parce que, entre-temps, j'avais reçu le message comme quoi ils ont relevé et ils ont pu traquer les gens là et qu'ils les ont retrouvés. Et que je pouvais me présenter à la DPJ, donc à la direction de la police judiciaire, pour une confrontation et déléguer un avocat pour qu'il suive le cours du dossier jusqu'à le déférer au tribunal. On va aller s'arrêter à la barre. Ils me diront qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me menacent. Alors, madame, de temps en temps, on organise donc des journées donc, de la femme aux Nations Unies. Hein. Est-ce que la femme a besoin donc de ces journées? Qu'est-ce que vous apprenez de plus, madame? Vous savez, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si vous mettez les femmes à l'écart, il sera difficile pour vous d'évoluer et d'amorcer un développement durable. Les femmes de plus en plus ont des pouvoirs économiques, ont atteint un certain niveau d'instruction. Elles sont engagées à aider dans le sens du développement. Il y a des pays qui ont des avancées par rapport aux autres. Au lieu de nous mettre chacune de son côté, les Nations Unies ont créé cet espace pour que tous les pays membres de l'ONU se réunissent pour échanger les expériences. Ceux qui ont eu des expériences positives d'avancée dans le cadre de la participation des femmes dans un processus global de développement passent leurs expériences aux pays qui ont du mal encore à désamorcer ce stéréotype qui caractérise la condition féminine dans certains pays. Donc, c'est le plus grand rassemblement sur les questions de femmes au monde. C'est le mois de mars, donc on se retrouve pour essayer de discuter, d'échanger. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu capitaliser, comme on appelle, si je viens échanger de l'expérience avec un pays qui a une grande avancée sur la participation des femmes dans le processus intégré de développement, ça me permet de capitaliser et d'aller essayer d'appliquer chez moi, en tenant compte des réalités de là-bas. Au lieu de me mettre toujours à imaginer ou à créer des choses, on se retrouve, on prend des choses toutes faites qu'on adapte à nos réalités et qu'on essaye d'appliquer pour avoir des avancées. C'est ainsi que maintenant les femmes sont très impliquées dans le processus électoral, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'au processus de vote, jusqu'à l'observation.
C'est ainsi que les femmes sont impliquées dans le processus de prévention, de gestion et de post-conflit. Quand vous voyez les Nations Unies au début, on a dit les solutions post-conflit, DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Ça veut dire qu'on prenait les hommes qui étaient armés, les rebelles, on les désarmait, on les démobilisait de leur rébellion et on les réinsérait. Mais on oublie que ce rebelle-là avait une compagne là-bas en brousse qui lui faisait à manger, qui faisait son linge, qui s'occupait de lui. Elle n'avait aucun moyen de réintégrer la communauté. Surtout que vous savez, c'était des femmes qui étaient kidnappées en pleine brousse et soumises à l'esclavage sexuel, à l'esclavage aux travaux forcés, au service de ces rebelles. Et une fois qu'elles sortent de cette situation, elles sont stigmatisées. Alors, à chaque fois, dans la prévention, la gestion et les forces de maintien d'ordre, il n'y avait que des hommes qu'on impliquait. Mais de plus en plus, vous voyez que les femmes participent aux forces de maintien de paix au niveau des casques bleus. Ça crée une certaine... ça permet de pacifier et d'humaniser les forces de l'ordre. Quand vous avez beaucoup de femmes au niveau d'une entité de force de l'ordre, de maintien de paix, elle est plus humaine que si vous n'avez qu'une masse d'hommes. Ensuite, vous avez les conflits que les pays africains connaissent. Les femmes sont les plus victimes et les enfants. Elles subissent les conséquences les plus difficiles par rapport aux hommes. Mais elles ne sont pas prises en compte dans la réparation du conflit. Ce qui fait que la pauvreté, elle se féminise et elle s'accentue d'année en année. C'est pourquoi on essaye d'amener les femmes au niveau des Nations Unies, qui est l'organe, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, qui sont les organes qui dirigent en quelque sorte le monde, pour échanger et savoir quelles sont les conditions auxquelles les femmes sont confrontées dans ces pays qui sont en guerre, qui sortent de guerre ou qui risquent la guerre ou qui ont des problèmes, comment on appelle, sociaux, des troubles politiques. Comment prendre les femmes pour en faire de vrais acteurs de développement et non une entité humaine à part. C'est ça l'objectif. Effectivement, on en a besoin parce que très souvent, on a beaucoup plus lorsqu'on globalise comment on appelle les projections dans le cadre de la gestion de certaines choses, on oublie toujours les femmes parce qu'on pense que ce qu'elles font, par exemple, là on va penser être compagne d'un rebelle, c'est un rôle tout à fait normal, alors que la femme n'avait pas choisi cela, elle l'a subi. Il faut bien trouver un moyen de comment la réinsérer, sinon elle va subir le stigmate, elle va subir le rejet et elle sera abandonnée à elle-même. Et cet état de fait peut même l'amener à écourter même sa durée de vie. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que cet aspect, je l'avais moi-même un peu ignoré. Plus vous en parlez, plus je pense à ça. Et vous avez parfaitement raison, madame. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous donner au moins peut-être une petite minute pour prendre un verre d'eau, le temps de faire passer une publicité, et puis donc avoir donc des questions donc des auditeurs. Madame, retenez ce nom, cher ami, c'est donc madame Yansane, donc Baldé, faut pas jouer avec elle, voilà. Non, pas du tout. Et à l'été approche bientôt, ça sera donc la foire des insectes. Alors n'hésitez pas aujourd'hui, appelez donc M. Khalifa pour s'occuper de tous vos problèmes de punaises, cafards, mouches, souris, rats et autres insectes dans votre maison. N'oubliez pas que ces insectes peuvent véhiculer donc des maladies. Donc, messieurs et madame, appelez aujourd'hui le 646 309 01 98. 646 309 01 98. Mickey Midwest présente la 7e édition de la beauté guinéenne à New York City, samedi 28 mars 2015 à partir de 19h. Célébrez la Guinée à travers ce film magnifique, splendide, intelligent. Miss Guinée USA, la compétition qui réunit les plus belles filles guinéennes des États-Unis. Artistes invités, DTM, Monsieur Saran Dubaté, Famoro Dubaté. Sponsor, M. Mamadi Touré, ambassadeur à la mission permanente de la Guinée aux Nations Unies, Bronx Lebanon Hospital, Innovative TV, Barrelty Group, Bravo African Restaurant, Jollywood Studios, Black Media Speech Group, l'événement de l'année.
Miskine USA, samedi 28 mars 2015 à partir de 19h. Adresse Borough Performing Arts Center, 17 Lexington Avenue, entre la 22e et la 23e rue à Manhattan. Zip code 10010. Pour plus d'infos, appelez le 646 625 90 79 646 625 90 79. Miskine USA, le concours des plus belles femmes du Var. Le café qui vous donne une énergie vive dans tout ce que vous faites. Café Reduva, l'énergie pour travailler dans les taxis, restaurants, stores, salons de coiffure et surtout avec votre femme à la maison. Buvez Café Reduva et soyez actifs et jeunes. Café Reduva, la révolution, l'innovation, la solution. Café Reduva est composé de produits naturels qui vous donnent une énergie naturelle avec votre travail et votre foyer. Ne buvez plus n'importe quoi et surtout ne perdez plus votre temps. Pensez à votre foyer, à votre travail, à votre santé. Café Reduva se trouve dans tous les stores africains et tous les restaurants africains de New York City. Vous pouvez aussi appeler le 800 646 42 51 800 646 42 51 ou faire le www.rejuvacafé.com. Café Reduva, l'énergie d'une jeunesse vive. Voilà, l'énergie, hein, voilà. Alors, voilà, nous allons... Allô, madame? Oui, bonjour. Allô, madame? Nous sommes encore en ligne. Oui, Allô, madame? Est-ce que vous nous entendez? oui, madame? allô, oui, monsieur Roger, oui. Voilà, ok, merci beaucoup, hein, madame. Alors, doyen Lamine Camara, vous avez donc, madame, Yassane Baldé en ligne. Allez-y si vous avez des questions pour elle. Merci Jacques. Bonsoir Madame Yassane. Oui, bonsoir monsieur. Bon, ma question n'est pas de l'ordre politique. Oui. Tout ce que vous avez dit sur la situation en Guinée, je partage complètement vos points de vue sur tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Alors si vous me permettez, ou bien si Jacques Rocher me permet, je vais aller avec une question qui n'est pas dans ce cadre. Ok. Et ma question, il s'agit de l'excision des jeunes filles en Guinée. Je sais que vous menez un combat contre ça. Mais je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et je voudrais bien que vous essayiez de trouver une solution à ça. Il s'agit de nos compatriotes guinéens qui vivent à l'étranger, notamment en Amérique et en Europe. Beaucoup profitent des vacances en Guinée avec leurs jeunes filles de 5, 6, 7 ans. Ils vont les faire exciser en Guinée. J'en connais. Je connais des gens qui font ça en Guinée. Je connais des femmes guinéennes d'Amérique et d'Europe qui vont avec leurs jeunes filles en Guinée pour ça. Et vous saviez que l'exclusion des jeunes filles est un crime pénal aux États-Unis comme en Europe. Est-ce que vous aviez des moyens? Vous êtes actuellement aux États-Unis. Quand vous viendrez en Europe, signalez ça aux autorités américaines et européennes pour que cela ait une fin à ça. Je comprends encore qu'en Guinée, que ça se pratique, en Guinée, entre les Guinéens là-bas, mais que les jeunes filles guinéennes qui sont nées en Amérique ou aux États-Unis, qu'on les fasse subir des pratiques de ce genre, je trouve ça révoltant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et si vous n'êtes pas au courant, qu'est-ce que vous comptez faire pour au moins freiner ces comportements venant de nos sœurs de l'extérieur? Merci. Merci. Voilà, Lamine Camara, madame. Voilà. En fait, monsieur Camara, le problème que vous évoquez est un problème très très important dans la mesure où c'est une pratique qui atteint l'intégrité physique et même mentale de la jeune fille.
Mais je vais vous dire qu'actuellement, quand aux États-Unis ici, les services d'immigration ont enregistré plus de 80% des femmes reçues pour raison de réfugiés politiques, de réfugiés du moins, le présentaient un dossier parce que leur petite fille risquait d'être excisée en Guinée. Et donc, puisque c'est une pratique qui a été acceptée dans la Convention de Genève comme une atteinte à l'intégrité physique, de la même sorte que les persécutions politiques, donc au Canada, en Amérique du Nord en tout cas et aux États-Unis, 80% des femmes reçues ici pour demande d'asile l'ont été pour des raisons que leurs enfants risquaient d'être excisés. Alors, le gouvernement américain a trouvé que la prévalence de l'excision était trop élevée en Guinée, parce que pour rappel, la prévalence de l'excision en Guinée est de 96%, derrière la Somalie, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas d'État, qui est le premier pays au monde. C'est 97% en Somalie et 96% en Guinée. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de différence. La personne qui est le président du comité interafricain sur la pratique de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé des femmes et des enfants, c'est Dr Morissanda Kouyaté, c'est un Guinéen. Il a réussi à inverser la tendance de cette pratique au Niger de 52% à 3%. Au Mali, de 90% à 32%. Et j'en passe. En Guinée, où il est né, où il est guinéen, et là où il a commencé, l'idée de combattre cette pratique lui est venue jusqu'à avoir la consécration mondiale et être promu là où il est, il a du mal à faire accepter que ça ne se fait pas. Nous avons essayé donc, comme on appelle, d'interpeller les autorités à tous les niveaux. L'année dernière, au deuxième forum des droits humains organisé par l'ambassade de la Guinée et des États-Unis en République de Guinée, l'ambassade des États-Unis et donc le gouvernement guinéen et le gouvernement américain ont signé un protocole d'entente sur l'accélération, l'intensification des actions pour l'abandon de l'excision. À cette occasion, le gouvernement américain, le président des États-Unis même par son fonds spécial, a donné un appui $1,5 million à l'USAID et pour essayer de voir comment intensifier la sensibilisation sur le terrain. Maintenant, pour le cas spécifique des enfants, actuellement les autorités ont pris conscience de cette pratique d'envoyer les enfants en Afrique pour les exciser et les ramener. Toujours avant qu'on envoie les enfants en Afrique, ils sont consultés par un pédiatre et consignés au juge des enfants qu'elles partent intactes, les petites filles. À leur retour, elles passeront aussi chez le juge. Si par malheur, on se rend compte que la pratique a été faite là-bas, c'est 5 ans de prison pour les parents. Il n'y a même pas de discussion à ça. Et aussi, on a intégré dans les modules de formation au niveau des écoles primaires pour sensibiliser les enfants et leur donner les directives qu'il faut, que quand elles soupçonnent, donc les fillettes qui soupçonnent d'être programmées pour une excision, comment se dérober et aller demander recours. De ne pas attendre que l'acte soit fait pour faire le recours, mais il faut toujours anticiper. Donc à ce niveau aussi, dans les écoles, même en France et ici, il y a la sensibilisation. Aïdia Fatmata Kandé, Madame Kouyaté, qui est la représentante du comité interafricain ici, aux États-Unis, arrive à réunir des femmes dans les États à forte concentration d'immigrés africains pour continuer la sensibilisation afin qu'on arrête d'aller exciser les enfants pendant les vacances. Voilà qui est assez clair. Seconde question de... Allô, Jacques? Oui. Oui, Madame Diassané. Oui. Mais la pratique existe. Il y a l'an passé encore, au mois d'octobre, je connais beaucoup de gens beaucoup de femmes. Ça m'a été signalé, beaucoup de femmes qui ont quitté les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, avec leurs petites filles de 5-6 ans,
Et les petites filles-là ont été excisées en Guinée. Maintenant, ce que je vous explique, M. Camara, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas l'acte de mutilation même qu'il faut combattre. Ce sont les pratiques qui s'accompagnent de tout ça. C'est sûr que si vous vérifiez, dans la réalité, ils n'ont pas touché les filles. Elles ont été juste amenées à l'hôpital pour les pincer et faire semblant. Mais vous savez, il y a une catégorie de femmes qui se trouvent être réfractaires à toute forme comment on appelle, d'éveil de conscience, qui disent, nous sommes dans des serrés, les associations de femmes là, nous cotisons pour les mariages, nous faisons ci, nous faisons ça. C'est l'occasion pour elles d'aller à Conakry, faire semblant d'exciser des petites filles. Ensuite, une fois que c'est fait, elles organisent des cérémonies de sortie. Comme on dit, les filles sortent de leur rituel là. Ça mobilise des femmes, chaque fille excisée a une marraine, chaque marraine envoie une valise d'habits, on envoie les instruments d'orchestre, ça joue, ça s'amuse. C'est une fête, c'est une fête plus grandiose qu'un mariage. Mais dans la réalité, ils ne le font pas. Parce que je vous dis que si le pédiatre vérifie et qu'il se rend compte que la petite fille a été mutilée, on interpelle immédiatement les parents pour les mettre devant la justice. Donc, les femmes, comme j'aime à le dire, qui se mentent à elles-mêmes, aller déposer les filles à l'hôpital, on les pince, mais vous savez que ce genre de pratique finit même par convaincre l'enfant que ses parents sont des menteurs. Moi, je préfère faire asseoir ma fille et lui expliquer l'excision a des effets néfastes sur la santé. Ce n'est ni inscrit dans la Bible, ni inscrit dans le Coran. Et pour ces raisons, moi, je ne suis pas une suiviste aveugle. Je ne te ferai pas subir une telle chose et tu vas rester comme tu es, et que je lui cultive que elle rester entière même, c'est une fierté pour elle, garder son intégrité, que d'aller l'habiller en habit bizarre là et la mettre dans un folklore indescriptible, et elle saura un jour que ça n'a été qu'un folklore, et ma fille me prendra pour une menteuse et pour une hypocrite. Je lui aurais menti qu'elle est excisée, elle se rendra compte qu'elle n'est pas excisée. Elle se souviendra que sa mère l'avait mise sur une natte comme quoi elle est excisée. Mais elle me prendra pour une menteuse. Ces femmes-là sont en train de se fabriquer elles-mêmes les bombes qui vont les détruire demain. Mais je vous dis que même les cérémonies que vous voyez dans la ville de Conakry, des fois on se renseigne, mais ce qui fait mal, c'est le fait qu'une minorité extrémiste continue à faire croire qu'il faut forcément soumettre les petites filles à ce genre de rituel. On les amène à l'hôpital, comme on dit aujourd'hui, la médicalisation de l'excision, on leur donne une petite injection, on les laisse partir, et puis après elles se rendent compte elles-mêmes qu'elles sont intactes. Mais c'est un mensonge institutionnel, ça. Oui, mais madame, quand vous dites que 96% des jeunes filles de Guinée sont excisées, alors là je ne comprends plus. C'est-à-dire que, M. Camara, si on dit 96%, nous calculons toutes les petites filles que nous avons vues habillées. C'est-à-dire que toute petite fille qui est rentrée à l'hôpital pour soi-disant être excisée, elle est consignée dans un registre. Qu'elle soit excisée ou non excisée, nous considérons qu'elle a été excisée parce que ses parents l'ont prise pour l'amener là-bas. Dans les villages où nous avons la possibilité de faire des statistiques, partout où nous avons vu une petite fille dont le rituel a été préparé pour qu'elle aille subir cette mutilation, on considère que c'est fait comme ça. Vous comprenez? Nous ne voulons pas faire nous n'allons pas continuer à dire oui, on est allé faire semblant parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, en Guinée aujourd'hui, malgré la pauvreté, les femmes, il y a une catégorie de femmes qui ne réalisent pas que leur comportement et choses extravagantes de dépenses inutiles constituent à accentuer la pauvreté. Tous les moyens sont bons pour mobiliser des cotisations. Tous les moyens sont bons pour mobiliser des cotisations. Regardez une autre cérémonie traditionnelle qui passait inaperçue dans les temps, est devenue maintenant une cérémonie grandiose, pire qu'un mariage. C'est quand on quitte le veuvage. Une femme qui vient de perdre son mari, à peine 4 mois, elle n'a même pas fini de le pleurer. 4 mois après, si elle doit enlever le deuil, donc le pagne blanc qu'elle porte, mais c'est toute une cérémonie qui est organisée,
des valises d'habits comme le jour de son mariage. On lui envoie des habits, des cadeaux comme si on se réjouissait de la mort de son mari. Donc ça, c'est des mutations dans la société qui font qu'il y a des choses qui sont difficilement gérables. Vous comprenez? Sinon, moi, il y a des gens, personnellement, j'ai un de mes frères dont la femme est venue me dire, puisque je suis la tante des petites filles là, qu'est-ce qu'on va faire pour leur excision? Je dis, mais moi, je n'ai pas excisé mes filles. Pourquoi tu veux faire pour tes filles à toi? Que non, c'est juste de les mobiliser ici pendant 2 semaines, faire semblant pour leur enlever le complexe. Je dis non, moi, je n'ai pas ce temps-là. J'ai autre chose à faire. Je dis, mais n'oublie pas que tes enfants sont des Américains. Alors va à l'ambassade déjà, tu informes l'ambassadeur que tu dois leur faire ça. Parce que moi, je ne veux pas faire la prison cadeau. Je n'ai pas vendu de drogue, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Je ne suis pas prête à aller au tribunal. Et je laissé, et je dis, si tu vas le faire, je vais aller dire à l'ambassade que tu l'as fait. Avant qu'on, même si c'est un semblant, mais ils viendront d'abord te prendre jusqu'à mener des investigations et savoir que tu as fait semblant. C'est à toi de choisir. Donc, vous voyez un peu l'esprit des gens. C'est un esprit qu'on ne peut pas éradiquer comme ça sur coup de baguette magique. C'est ça le problème. D'accord. Alors, Merci, Madame Yassane. Merci, Monsieur Kamara. On va directement du côté donc Monsieur Alphaba. Alphaba, allez-y, hein, New York. Alors, bonsoir, Zach. Bonsoir, Madame Yassane. Bonsoir, monsieur. Voilà, de la situation guinéenne en ce qui concerne ces élections, vous avez critiqué les arguments placés par la CENI, disant qu'il y a l'Ebola qui est là, qui les a retardés pour faire le travail, à ce qu'ils soient prêts pour organiser les élections. Vous avez aussi critiqué, vous avez dit à dire qu'on peut organiser ces élections à l'espace de 2 mois et que c'est un refus. Voilà ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui représenterait le problème pour attendre l'an 2016 pour pouvoir organiser les élections législatives et se préparer conséquemment pour organiser les présidentielles, parce que tout compte fait, toutes les institutions ne sont pas là, la Guinée est en retard. Et voilà, c'est quoi le gros problème en Guinée? Ou qu'est-ce qui pourrait être réellement la solution qui pourra satisfaire les 2 camps, ceux qui sont pour l'élection du 11 octobre, ou ceux qui exigent réellement qu'il y ait des élections communales avant les élections présidentielles? Monsieur, ce n'est pas un problème de choix ou de vouloir ou ne pas vouloir. Nous avons opté pour le multipartisme, nous avons écrit une constitution, nous l'avons promulguée, elle est applicable. Cette constitution dispose qu'il y a une périodicité dans les élections. Est-ce que vous comprenez? Il y a une périodicité au cours de... Vous savez, la démocratie exige la périodicité des élections. Depuis 2005, la Guinée n'a pas fait d'élections communales et communautaires. Donc, ça va faire, c'est 10 ans maintenant. 10 ans, des individus sont élus. Il y en a qui ont été démis de leurs fonctions en flagrante violation de la Constitution. On ne les remplace pas. Et si vous voulez qu'on soit un pays démocratique, il faut accepter le cycle des élections. On a fait une élection présidentielle. On devait faire une élection législative 6 mois après. On a attendu 4 ans, presque. 3 ans et demi. On devait faire une élection communale les 3 mois et qui suivaient la mise en place de l'Assemblée. On est en train d'aller à la 2e année. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du vouloir du président ou de l'opposition ou de la mouvance. C'est une exigence de la démocratie, du multipartisme qui obéit à une périodicité des élections. Ce n'est pas que je veux ou que je ne veux pas. Aux États-Unis, ici, vous avez les élections à mi-mandat, les sénatoriales, les élections présidentielles. Tous les 4 novembre aux États-Unis, que Obama le veuille ou pas, il y a élection présidentielle. Ça tombe sur dimanche, sur mardi, sur jeudi, sur quoi? On sait que le 4 novembre, c'est le jour des élections présidentielles aux États-Unis. Ça, personne ne change. Mais il faut que les gens apprennent à respecter la Constitution. La Constitution est plus âgée que le président, que le ministre, que le président de l'Assemblée, que la mouvance, que l'opposition. Parce que c'est la Constitution qui accouche d'un chef d'État, qui accouche d'une assemblée et qui accouche de toutes les institutions. Maintenant, si vous vous mettez à charcuter la Constitution tous les jours, mais le pays n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas une question de choix ou de convenance,
c'est une question de respect des règles démocratiques dans un pays avec le multipartisme intégral. Voilà qui est très bien clair, Madame Baldé, hein, très clair. Voilà. On va quitter donc Madame Baldé. Hein. Voilà. Jacques, oui, Jacques, une dernière question. Ah, voilà, oui? Madame, la position de l'opposition ici maintenant est que si on n'organise pas ces communales, non seulement ils vont faire des manifestations, ils vont nommer des maires, ils vont nommer leurs propres chefs de quartier. Ceci-là veut dire respecter cette même constitution, ou bien les deux camps sont en train de violer la constitution. Et qu'est-ce qui représente réellement la solution qui sera bon pour tous les Guinéens? Merci infiniment. La solution qui sera bien pour les Guinéens, il faut amener nos dirigeants à respecter la loi. Quand on a juré, quand on me dit que la Guinée est chose, comment on appelle, on ne peut pas, dès que tu évoques le cas de la Guinée, on dit non, la Guinée elle est particulière. La Guinée n'a aucune particularité. C'est parce que les Guinéens veulent que leur pays soit particulier, mis hors orbite. Tous les pays ont les mêmes problèmes, ont les mêmes hommes. C'est parce que nous manquons de volonté. Si le pouvoir viole la Constitution, l'opposition viole la Constitution, même moi qui vous parle, la citoyen lambda, je vous dis que je viole la Constitution, je ne paye plus d'impôts. Je ne reconnais plus les dirigeants locaux qui sont dans les quartiers et dans les mairies parce que leurs mandats ont expiré. On a enlevé les uns pour nommer les autres. Ils ne devaient pas rester ici plus de 6 mois. Et ça fait 3 ans qu'ils sont là, 4 ans bientôt. Moi, je ne les reconnais plus. Si on ne me permet pas d'aller élire les dirigeants qui sont au-dessus de moi, je ne peux pas accorder du respect à la République. Ça, c'est un fait. Je n'ai qu'une arme, c'est ma carte d'électeur. Lorsqu'un homme politique a failli à son devoir, j'ai une arme, c'est mon bulletin de vote. Je vote pour ou je vote contre lui. Si maintenant on me prive de cela, je ne peux plus obéir aux règles de la République. Je ne paierai pas d'impôts, je ne me soumettrai à aucune sorte d'injonction venant de l'État. C'est ça le problème. Si je paye des impôts, on dit que, pour que je sois une Guinéenne, il faut au moins que je puisse élire mes dirigeants selon les lois qui sont dictées. Si cela n'est pas possible, mais je vous dis que moi, à la limite, je deviens une apatride, mais je ne me reconnais plus avec les gens qui sont là. Hein. C'est pas pour rien que tous les jours on frappe les préfets, on frappe les maires, on les chasse, on les caillasse, partout où ils vont on les chasse. Comme si l'État... Mais ce n'est même pas comme si l'État n'a plus d'autorité. La solution, c'est le respect de la loi, le respect de la Constitution, le respect de l'engagement. Vous êtes à New York là-bas. Vous savez très bien comment les Américains ici tiennent à la parole donnée par un dirigeant. Vous savez très bien comment on cherche à fouiner dans le passé et dans les faits et gestes de ceux qui prétendent venir diriger ce pays-là. Même pour avoir trompé ta femme, on peut te récaler à la présidentielle, alors que en Guinée, le bon président, c'est celui qui a 5 femmes et 10 maîtresses. Vous trouvez ça normal? Non. C'est ça. Voilà, la solution, c'est le respect de la loi. Ah, voilà, Alpha donc pensez seulement avoir une seule femme. Voilà. Alors, merci. On va directement du côté d'entre Safa Tunkara. Safa, lui, il a une femme. Allez-y, Safa. Hello, bonsoir, M. Jacques Roger, et bonsoir à votre invité, Mme Yansane, Mme Baldé Yansane, voilà, je vais bien dire. Hein. Merci, M. Tunkara. Merci, ma soeur. J'ai une simple question pour vous. Récemment, nous avons tous été témoins d'un incident très malheureux à l'hôpital de Guinée, avec le décès d'une femme qui était venue accoucher. Et on se souvient aussi que le professeur Alpha Condé avait promis à toutes ces belles femmes de la Guinée la gratuité de la césarienne. Aussi, il avait promis que, à travers sa politique de gestion, tellement que l'économie sera bien avancée, que les femmes vont rajeunir. En tant qu'une dame qui se bat pour la cause féminine, quelles sont vos observations sur le terrain? Est-ce que ces promesses ont été tenues? Et pourquoi jusqu'à présent
la question de la césarienne est une question nationale à débattre, alors que le président avait promis mont et merveille. Merci une fois encore pour votre combat et félicitations pour le prix que vous avez reçu à Paris. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Tunkara, quand j'évoque le cas de cette femme-là, c'est vraiment la chair de poule qui me prend. Le président, quand il a annoncé cette nouvelle de gratuité de césarienne et d'accouchement, j'étais très choquée. Lorsqu'on sait comment il a utilisé les femmes manipulées pour qu'elles votent pour lui, et à la finalité, le cadeau c'est une césarienne gratuite, comme si nous étions là que pour remplir la planète. Écoutez, si les services sociaux de base sont accessibles à tout le monde, si l'emploi est accessible aux femmes, si elles sont suffisamment autonomisées, payer une césarienne, parce que quand on décide de faire un enfant, certainement qu'on en assume toutes les conséquences. Si le pays est correctement géré, qu'il y a la croissance est là, les activités tournent correctement et que les femmes sont autonomisées, une césarienne n'a pas de coût. Ça, c'est un cadeau bidon. Mais le plus grave, je vous dis, la césarienne est gratuite, l'accouchement est gratuit, mais il faut des kits qui accompagnent. Pour que le médecin puisse faire un accouchement, il a besoin d'une blouse imperméable, donc en caoutchouc, il a besoin de gants, il a besoin de beaucoup de choses. Il y a aussi que le service de néonatologie au cas où l'enfant naissait avec des problèmes de respiration et autres. Si c'est une césarienne, il y a un kit aussi qui accompagne. On ne peut pas opérer quelqu'un sans bistouri, sans médicaments essentiels, ne serait-ce qu'un sérum de réhydratation ou une poche de sang en cas d'hémorragie excessive. Tout ça là, ça n'existe pas. Le médecin a beau être un bon médecin, s'il n'a pas les instruments qu'il faut pour travailler, il ne peut pas travailler. Si vous prenez l'ingénieur agronome, quelle que soit son ingéniosité, il lui faut de l'eau et de la terre pour pouvoir s'aimer et produire, pour sortir un fruit ou une céréale. Si vous prenez un comptable, il lui faut au minimum un bic et une feuille pour qu'il puisse calculer. Si vous prenez, chaque profession a besoin de quelque chose. Quand vous prenez un informaticien, il a besoin de ses serveurs, de ses écrans et de ses claviers pour pouvoir analyser et programmer des applications. Maintenant, si vous prenez le médecin, c'est pas avec ses 10 doigts qu'il va soigner quelqu'un. Avec ses 10 doigts, tous, le maximum qu'il peut faire, c'est de regarder le malade. Même pour vérifier son battement du cœur, il lui faut un stéthoscope. Ce n'est pas un fait du hasard comme ça. Les hôpitaux sont démunis. Je vous jure que le service de néonatologie de Ignace Dine, la baie vitrée qui était là était une baie fixe, inamovible, de sorte que quand il y avait coupure de courant, il n'y avait pas d'air pour que les enfants puissent respirer au moins, et ça les tuait. En 2006, la responsable de cette maternité est venue voir notre ONG. Elle a posé le problème. Le même jour, nous sommes allés fixer une baie amovible avec l'antimoustique incorporé et on a sauvé des enfants. C'est vérifiable. Vous appelez aujourd'hui à l'hôpital Ignace Dine, ils vont vous dire que nous avons fait ça. Lorsqu'il y avait l'épidémie d'Ebola, que les médecins se faisaient contaminer, plus de 110 médecins sont décédés de suite d'Ebola. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une ONG américaine de femmes guinéennes vivant dans la région de Washington ici, la Guinean Women Association, qui a mobilisé ici des barils de gants que nous sommes allés donner à chaque médecin, individuellement pour dire voilà une provision de gants, au moins pour une semaine ou pour 10 jours. La dame est là, c'est une Guinéenne, Madame Marie-Louise Souma et son association ici. Mais les hôpitaux n'ont rien. Les poches de sang, en Guinée, c'est le seul pays où j'ai vu, quand vous venez, vous avez besoin d'une poche de sang, vous vous asseyez d'abord, on vous soutire d'abord une quantité importante, et en contrepartie, on vous donne le groupe que vous voulez. Ou alors, vous allez choisir dans votre famille, si vous avez un qui a le même groupe sanguin que vous. Donc, ce que le président a donné, c'est des fausses promesses, ça n'a pas été réalisé. Alors, c'est où son ministre de la Santé est défaillant, où la Direction nationale de la santé est défaillante, où les directions des hôpitaux sont défaillantes, mais en tout cas, il y a une défaillance quelque part. Mais ce que j'ai trouvé de choquant, c'est que le président n'avait pas annoncé des choses dont il n'a pas la certitude de l'applicabilité.
C'est ça son problème. Parce que quand ça ne marche pas, on dit le président a promis, ça n'a pas été fait. Donc, qui a fait une fausse promesse? C'est bien le président. Et c'est malheureux, c'est dramatique. Vraiment, je m'incline devant la mémoire de cette femme et je prie Dieu qu'il accueille son âme au paradis parce qu'elle est morte dans un contexte c'est une héroïne, cette femme-là. Lorsqu'on porte un bébé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est très dur. Quand on meurt en donnant la vie, c'est injuste. Comment injuste, madame? Alors, cela me rappelle un peu donc, le décès donc, de ma maman. Hein? Voilà, c'était pratiquement dans les mêmes conditions. Hein? Merci beaucoup, madame. Alors, on va prendre à monsieur Ali Badara Kourouma, qui semble ne pas être très, très d'accord avec un peu vos positions. Alors, Kourouma, voilà, allez-y pour votre question. Bonsoir Jacques Roger, bonsoir à notre invité, bonsoir à tous les auditeurs. Jacques Roger, merci madame Yansane. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais madame Yansane, en parlant, nous voyons beaucoup d'incohérences dans ce qu'elle est en train de dire. Mais comme il est de coutume dans notre pays de respecter la femme, nous allons toujours respecter madame Yansane. En l'avoir parlé, on pense que tout le malheur de la Guinée, c'est Alpha Condé qui est là seulement il y a 4 ans. Seulement 4 ans. Mais tout le malheur de la Guinée aujourd'hui, c'est le professeur Alpha Condé. Les autres avaient fait des Nations Unies en Guinée, les autres avaient fait tout. Des hôpitaux de high class, je ne sais pas. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. On est tous Guinéens. Ce qui se passe dans ce pays, nous le connaissons très bien. Mais allons dans le sens du droit, madame Yansane. Où est dans la constitution guinéenne, c'est écrit qu'on doit faire les communales et communautaires avant les présidentielles? Où dans la constitution guinéenne, vous êtes de la société civile, où c'est écrit? Vous avez parlé tout de suite des directions législatives qui sont venues 6 mois. Où c'est écrit dans la constitution, madame Yansane? Il n'y en a pas. Dans les accords de Ouaga, on a dit de faire les législatives. Ils ont dit non. On veut aller au présidentiel. Donc, madame Yansane, vérifiez la Constitution, relisez la Constitution dans sa version promulguée. Il a été dit que dans les 6 mois suivant la mise en place de l'investiture du président de la République, il doit mettre en place une assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait que le CNT s'était fait beaucoup décrier, parce qu'on a pensé que les membres du CNT ayant statut de député avaient traîné les pas pour éviter, pour essayer de rester le plus longtemps possible. C'est bien inscrit dans la Constitution. Sa version réouvrée dans le préambule de la Constitution guinéenne. Dans le préambule, il est inscrit que une fois le président installé, les 6 mois suivant son installation, l'élection législative doit être faite. Et quand l'Assemblée est mise en place, 6 mois après sa mise en place, elle doit mettre toutes les institutions qui sont inscrites dans la Constitution. Ça, c'est comme ça. C'est inscrit, c'est bien inscrit dedans. Maintenant, quant au communal et communautaire, dans les accords du 3 juillet, même un des facilitateurs a parlé. Il dit que dire que les accords du 3 juillet n'ont pas traité de la question des élections communales, c'est une mauvaise foi. Et il a sorti le papier. C'est Maître Salif Oussilla. Ça a été dit. Monsieur Saïd Djinit est venu, il y a eu des accords, ils se sont entendus. Je peux même le poster sur peut-être la page de Jacques Roger, les accords du 3 juillet, où tout est inscrit. Madame Yansane, c'est un faux papier. Vérifiez. Ça a été écrit dans les annexes, mais le papier que les news, Guinée News et le truc, c'est un faux papier. Madame Yansane, revenons aux raisons. Rien n'est dit en Guinée dans la Constitution qu'il faut faire les communales et communautaires avant la présidentielle. Les présidentielles sont inscrites. Je n'ai jamais dit, j'ai dit que il est inscrit dans la Constitution que 6 mois après l'installation du président, il doit procéder à la mise en place de l'Assemblée par des élections législatives. On a attendu 3 ans. 3 ans. Au lieu de 6 mois, c'était 3 ans. Ensuite, une fois l'Assemblée mise en place, elle avait 6 mois, donc 2 sessions parlementaires pour mettre en place toutes les institutions, le Haut Conseil des collectivités locales, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes,
et toutes les institutions qui sont consacrées. L'Assemblée a fait 2 sessions. Jusqu'à présent, elle n'a même pas un règlement intérieur. Il n'y a pas de règlement intérieur. L'Assemblée n'a voté aucune loi organique. Ils n'ont fait que voter des budgets et puis des choses qui peuvent passer à la majorité simple. Aucune loi n'a été soumise là-bas. Ensuite, quand vous prenez l'INDH, la loi a été falsifiée. Ce n'est pas celle qui a été votée en 2011 qui a été promulguée. Donc, même la FIDH a demandé à ce qu'on explique pourquoi ça s'est fait comme ça. On ne falsifie pas les lois. Lorsqu'on veut les changer, on fait l'exposé des motifs, on dépose à l'Assemblée sous forme de proposition d'amendement. Les députés se réunissent, ils votent. S'ils votent pour, c'est bon, on a changé. S'ils votent contre, on retourne à l'envoyeur, c'est pas voté, c'est comme ça. Même Robert Mugabe ne fera pas ça. On a falsifié la loi. C'est pourquoi maintenant les Nations Unies ont demandé des comptes. Ensuite, la FIDH a demandé des comptes. Le Haut Commissariat aux Nations Unies a demandé des comptes. Et il y a des institutions qui ont suspendu leur participation parce qu'ils se sont rendus compte de la falsification de la loi. Madame Yansane, nous parlons des élections. Monsieur Kourouma, oui. Il nous reste seulement 5 minutes. Allez-y, 15 secondes, 4 voix points. Nous allons prendre 2 personnes et madame va conclure. Allez-y rapidement. Hein. Jacques Roger, Madame Yansane ne fait que parler pour parler. La constitution guinéenne. Non, attendez, monsieur Kourouma. La constitution de la Guinée. Monsieur Kourouma, Jacques Roger. Pas respecter notre invité. Hein? Voilà, il ne fait pas. Voilà, elle a donné son point de vue. Vous donnez votre point de vue. Vous avez le droit d'apporter la contradiction. Hein? Voilà, apporter la contradiction. Nous voyons que son point de vue est réellement engagé. Comme c'était une femme, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Mais ce qui est important, c'est que Mme Ansane est en train de dire, les opposants qui doivent parler à leur place, ou bien elle qui est de la société civile, pourquoi eux, ils ne portent pas plainte contre le gouvernement guinéen? Ils ont porté plainte, la Cour suprême les a déboutés parce que la justice n'est pas indépendante en Guinée. Ils ont assigné, la falsification de la loi a été déposée. Maintenant que ça n'a pas été fait là-bas, ça va aller à la Cour de justice de la CEDEAO. Et là-bas, on a débouté l'État togolais qui avait voulu exclure les députés de l'ANC et de l'Assemblée nationale. Et la plainte ira à la Cour de justice parce que la loi a été falsifiée. Ils ont porté plainte, mais c'est en Guinée que vous voyez, vous venez porter une plainte contre l'État, la juridiction vous dit qu'elle ne prend pas la plainte. Ça, c'est en longueur de journée. Et après, lorsqu'il s'agit d'un citoyen lambda, c'est le procureur même qui s'autosaisit du dossier. Il dit que lui, il va poursuivre le citoyen lambda. On ne peut pas continuer comme ça. La justice a 2 vitesses. Une justice à géométrie variable. D'accord, madame, il nous reste 5 petites minutes, on va prendre. Alcini, hein, pas de commentaires, allez-y, pour une petite question rapidement, hein. Allez-y. Merci Jacques Roger, vraiment celle-là, elle est vraie baldée, je crois qu'elle mérite le titre qu'elle a eu à Paris. Félicitations madame, je vous aime beaucoup. Merci. Ne m'aimez pas, hein. Vous êtes d'abord, comment vous vous appelez d'abord, c'est qui? Voilà, moi c'est Alcine Diallo, mais c'est la seule baldée. Ne m'aimez pas parce que vous êtes mon esclave, n'osez pas me dire ça. C'est pas grave, moi je vais accepter ça. Mais c'est que même nous qui sommes aux États-Unis, certains d'entre nous, on a même honte parce que moi je suis un auditeur de Jacques Roger, connais comment on s'exprime ici, mais je ne sais pas où vous habitez, si vous avez fait l'Occident, mais vous êtes peut-être de 20 ans en avance de nous, de certains auditeurs ici. Bravo à vous. Et madame, j'ai ma question parce que la question que je vais vous poser ici, je vois un titre du côté de Guinée News, de africaguinée.com. Oui. J'aimerais savoir, c'est-à-dire cela me pose, c'est-à-dire le rôle de la société civile. Parce que on dit bras de, c'est-à-dire il y a un titre qui dit bras de fer entre pouvoir et opposition en Guinée que propose la société civile. Et à vous entendre ici, vous avez dit souvent que bon, dès qu'on dénonce, dès qu'on faille, c'est-à-dire on contourne la loi et qu'on dénonce cela, on dit on vous rend du côté de l'opposition. C'est comme ce que notre frère vient de parler tout à l'heure là, et vous range comme si vous parlez au nom de l'opposition alors que vous défendez la Constitution de la République de Guinée. Donc, dites-nous un peu, si vous avez le temps, le rôle de la société civile. Merci. D'accord. Merci, je crois qu'elle a déjà répondu à la question. Non, j'avais déjà parlé de ça, M. Diallo. C'est dommage que vous n'étiez pas là. J'ai défini la société civile et je vous dis, d'abord, retenez une chose, la société civile est un contre-pouvoir.
La société civile ne fait pas les éloges d'un pouvoir, ne fait pas... Tout pouvoir pour nous est venu pour bien faire. Que ce soit Alpha ou Selou, Sidia ou Kouyaté, ils ont dit qu'ils vont bien faire, ils sont censés bien faire. Nous, quand ils font bien là, ce n'est pas notre affaire. C'est ce qui n'est pas bien fait là qu'on est en train de regarder et qu'on dénonce pour les amener à tout faire très bien. C'est-à-dire que si, à la limite, un pouvoir qui accepte les critiques tend vers la performance, mais je vais vous dire, les gens qui rêvent, qui pensent que parce que Alpha Condé est au pouvoir, on doit arrêter toute opposition en Guinée, on ne peut plus s'opposer, une société civile ne doit plus parler. Du temps de Lansana Conté, tous ceux qui sont en train de nous qualifier aujourd'hui d'opposants nous applaudissaient. Notre succès résumé à notre seule capacité de tenir tête à Lansana Conté et de s'opposer à lui. Lui, Alpha Condé, tout son succès a résidé à sa seule capacité de s'opposer à Lansana Conté, sans avoir rien proposé aux gens. C'est de dire, le résumé de son CV, je me suis opposé 40 ans de ma vie. 40 ans de ta vie, tu t'es opposé. Maintenant, de la façon dont tu t'es opposé aux autres, d'autres aussi viendront s'opposer à toi. C'est ça. Je crois que la seule leçon qu'il a appris, qu'il a eu à bien assimiler, c'est le chapitre opposition dans le droit. Et il a enseigné tellement à ses frangins opposants-là que ceux-ci aussi s'opposent à lui contre vents et marées. C'est comme ça. Il s'est opposé à Sékou Touré, il s'est opposé à Lansana Conté, il s'est opposé à Dadis. Et maintenant, il est venu au pouvoir, d'autres se sont opposés à lui. Moi, je ne m'oppose pas à lui parce que je cherche son fauteuil, mais je dénonce toutes les dérives du régime, parce que c'est comme ça. La Guinée n'est pas un pays qui appartient à un individu ni à un chef d'État. Et puis le jour où on décide d'être chef d'État, on n'appartient plus ni à une tribu, ni à une communauté, on devient un personnage public. On te dénonce, on parle de tes expliques et on explique ce que tu n'as pas bien fait. Ce n'est pas un messie, ce n'est pas un roi pour qu'il y ait les crimes de lèse-majesté. Et tous les présidents sont soumis à ces critiques-là. Madame, une minute, voilà. Alors, Lamine Keita, rapidement, une petite minute. Madame va conclure, puis si ce sera pendant l'antenne pour son émission. Rapidement, Lamine Keita, rapidement, une minute. Jacques, vraiment, je suis vraiment désolé que tu aies juste une minute parce que, très sincèrement, je me pose catégoriquement à madame par rapport à ces avancées concernant la Constitution. Tout ce qu'elle a dit n'est pas réel. Avec tout le respect que je la dois, je l'admire beaucoup, elle parle très bien. Mais malheureusement, elle s'est pataugeée dans la Constitution parce que nulle part dans la Constitution, on parle de 6 mois. Alors, les accords de Ouaga aussi n'en fait pas foi. Si elle fait allusion au point numéro 8 de l'accord de Ouaga, on a juste parlé donc des présidentielles et de législatifs. Donc, de toute façon, Jacques Rouget, je vais justement demander à madame, pas une question. Moi, je vois devant moi une opposante au régime Alpha, et non même pratiquement membre de la société civile. Pratiquement aujourd'hui, je vois que comme si je suis devant son cher époux, l'honorable Yansané, qui est en train de nous parler ce soir. Ce n'est pas Madame Patrice que j'ai connue sur les radios RFI aujourd'hui à défendre la femme guinéenne et la société civile guinéenne. Mais je crois que madame a une mission très noble, c'est de défendre les femmes. J'aurais souhaité qu'elle se lance dans cette bataille aujourd'hui, au lieu donc de chercher dans le monde d'opposantes. Je me reçu vraiment. Je n'aurai pas le temps. Merci. Non, nous n'avons plus de temps. Hein. Alors, madame, allez-y, si ce sera. Allô, Jacques. Oui, monsieur Roger, vous savez, les gens confondent la neutralité et l'impartialité. C'est ça. Le militantisme social nous commande l'impartialité. L'impartialité, c'est de savoir lire les situations et de se mettre du côté de la vérité. Mais moi, j'ai été la personne, à la société civile, j'avais en 2006-2007, quand vous m'entendiez parler du régime de Lansana Conté sur les radios comme BBC Afrique ou RFI, c'est beaucoup plus sévère que ce que je dis aujourd'hui. Et c'était ces mêmes individus qui m'applaudissaient que j'étais brave parce que je tenais tête à Lansana Conté. Et moi, je n'ai jamais varié ma ligne de conduite. Je suis un contre-pouvoir, je suis... Et c'est comme ça. Et je ne changerai pas ça. Et moi, j'ai été activiste bien avant aujourd'hui et je continue de l'être. Tout ce que, c'est vrai que dans tout pays où on ne respecte pas les droits humains, tant qu'en Guinée, l'individu ne sera pas placé au cœur de toute occupation pour donner à l'homme la place qu'il lui faut et qu'on arrête de violer les droits humains, je serai une activiste. Ça, c'est comme ça. Je ne suis pas opposé au régime d'Alpha Condé, je suis opposé à toute forme
de violation de la Constitution et des droits humains. J'ai été comme ça, habitant de Lansana Conté. Vous allez sur Google, vous retrouvez les archives, tapez Fatou Baldé, vous retrouvez les archives où je suis sorti même en dehors de la Guinée pour aller dénoncer les dérives autoritaires de Lansana Conté. Et je l'assume aujourd'hui. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais puisqu'à l'époque c'était contre Conté, on m'applaudissait. Aujourd'hui, je dis la même chose sur une autre personne qui fait la même chose que Conté, on trouve que je suis une opposante. Mais je l'assume. Dans tous les pays du monde, une société civile n'est pas copain-copine avec le pouvoir. On a vu ce qu'elle a fait à Ouad au Sénégal, on a vu ce qu'elle a fait à Blaise Compaoré au Burkina Faso, on a vu ce que cette société civile guinéenne a fait à Lansana Conté à la fin de son règne. Alors, c'est ça une société civile. Voilà, merci madame. Hein, voilà, alors, si ce sera, vous avez l'émission, je ne sais pas si vous avez une question pour madame. Allô, Jacques Roger. Non, nous n'avons plus de temps, doyen, si ce sera. Oui, merci. Jacques Roger. Merci, monsieur Roger. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'être à votre antenne. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Est-ce que je pourrais vous poser une question, madame? Je ne sais pas plasmer la Camarade, une minute. Alors, madame, restez en ligne. Si ce sera qui a son émission, je vais vous poser une question. Hein, et puis voilà. Allez-y, si ce sera. Merci, Jacques. Alors, bonsoir encore, ma sœur.